tous et à toutes. Aujourd'hui, on est ensemble pour partager un moment engagé et engageant. Aujourd'hui, on va se parler de diversité, on va parler de toutes les diversités. Et pour faire le tour de la question, je vous propose un vrai grand écart, un choc des cultures, parce qu'on a d'une part Anne-Sophie qui est là pour représenter la SNCF, une entreprise au passé industriel, avec des métiers traditionnellement considérés comme assez masculins, et une femme pour représenter cette entreprise. Et de l'autre côté, Jules, qui représente la société Chloé, qui est une entreprise de la mode qui a été créée par une femme pour les femmes. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et du coup, je vous propose qu'on se présente et plutôt que le faire de façon trop conventionnelle, je vous propose qu'on y ajoute un petit supplément d'âme et puis que vous me partagiez tous les deux la raison pour laquelle ce sujet de la diversité vous tient tellement à cœur. Anne-Sophie, si tu veux commencer. Ouais, moi je vais raconter une petite anecdote. En fait, quand j'ai commencé à la SNCF, j'étais chef de gare et il y a eu une délégation japonaise qui est venue nous rendre visite. Et donc à la fin, remise des cadeaux, donc ils m'ont offert une médaille et ils m'ont offert une cravate parce qu'ils n'avaient pas envisagé une seule seconde que la chef de gare puisse être une chef de gare. Et en fait, ça m'a amené à réfléchir et du coup, j'ai commencé à regarder. Ouais, c'est vrai, des chefs de gare, en fait, ils avaient raison, il n'y en avait pas tant que ça qui étaient des femmes. Et puis petit à petit, j'ai commencé à regarder le nombre de femmes dans l'entreprise et puis à m'impliquer et à m'engager sur ces sujets-là. Merci d'avoir partagé cette anecdote. Et toi, Jules ? Alors pour moi, la diversité, l'égalité et l'inclusion, c'est un gros sujet à titre personnel, puisque je fais partie de deux minorités au sein de Chloé. La première, c'est que je suis dans la minorité LGBTQ+, mais celle-ci, elle est à peu près classique. Par contre, l'autre minorité dans laquelle je suis, c'est celle des hommes chez Chloé, puisqu'on est 85% de femmes au sein de la maison, donc double casquette. Et sur le pourquoi j'y suis arrivé, j'ai commencé ma carrière dans le conseil au début. Et après, je suis Unibail Rodamco Westfield sur des postes RH plus classiques. Et depuis 3 ans, chez Chloé, en charge de la culture, de la diversité aussi, de la partie talent et de la partie formation. Ok, merci. Et moi, pour ma part, je me présente aussi. Donc moi, je travaille au marketing chez Google France. Et ce sujet, il me tient particulièrement à cœur pour 2 raisons. Déjà, d'une part, parce que je suis une femme, et je suis maman aussi de 2 petites filles qui sont des femmes en devenir. Et d'autre part, parce que je viens d'un milieu hyper modeste, j'ai parfois eu le sentiment de ne pas trouver ma place. Et du coup, de cette manière, je représente aussi une forme de diversité. Donc je suis hyper contente de partager ce moment avec vous. Et peut-être que pour commencer, j'aimerais vous présenter un article de journal qui est paru tout récemment, en avril 2021. Et moi, il m'a vraiment hérissé le poil et je voulais savoir ce que ça vous évoquait. Peut-être Jules, si tu veux commencer. Cet article, je l'ai vu passer sur LinkedIn et c'est simple, en un coup d'œil, on voit que ça fait le cliché des hommes blancs privilégiés. Et donc tout de suite, ça fait poser des questions sur les sujets de diversité. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, ce genre de portrait au sein de Richemont et aussi de Chloé. Historiquement, dans les maisons horlogères, par exemple, c'est assez masculin et pourtant, on a maintenant 2 CEO qui sont des femmes, à la tête de Jageler-LeCoultre et de Piaget. Donc c'est typiquement le genre de portrait qu'on essaye de ne pas avoir dans l'industrie. Et toi, je crois que ça a circulé pas mal chez SNCF. Oui, en fait, cette photo, elle nous a fait réagir aussi, puisqu'on s'est dit que la diversité, en l'occurrence de ces hommes, elle tient plus à la couleur de leur costume ou à leur présence ou non de cravate que, effectivement, comme le disait Jules, de couleur de peau, d'âge ou de genre. Et effectivement, c'est un point qui est très important et c'est pas facile. SNCF est constituée aujourd'hui de 7 sociétés. À la tête de cette société, excepté Jean-Pierre Farandou, il y a 3 femmes et 3 hommes. Mais il a fallu aller les chercher et c'était pas évident. Donc il y a une vraie politique volontariste à mettre en place pour pouvoir progresser sur ces sujets-là. Je suis bien d'accord avec vous. Je trouve que c'est super d'avoir des entreprises qui s'engagent autant dans une politique aussi volontariste. Et peut-être, avant d'aller plus loin, et puis que vous me racontiez un petit peu ce que vous faites en matière de diversité chez SNCF et chez Chloé, je pense que c'est important qu'on repose un petit peu les bases et le contexte et qu'on redéfinisse de quoi on parle quand on parle de diversité. Donc la diversité, c'est la pluralité des profils, c'est la capacité à attirer des profils divers au sein de l'entreprise. Et quand on dit divers, c'est à 360 degrés, c'est pas juste la parité homme-femme, c'est aussi la diversité en matière d'âge, en matière d'appartenance sociale, ethnique, convictions politiques, orientation sexuelle, handicap, c'est tout ça la diversité. Aujourd'hui, on va peut-être parfois mettre l'accent sur les enjeux de parité homme-femme parce que ça représente finalement la moitié de la population sur la planète à travers toutes les formes de diversité. Mais quand on parle de diversité, c'est vraiment toutes les diversités. Et du coup, pourquoi aujourd'hui c'est important de se parler de diversité ? Pour moi, il y a un peu 3 raisons. La première des raisons, c'est parce qu'il reste malheureusement encore beaucoup de chemin à parcourir. En 2021, on a 0 femme PDG,
0 femmes présidentes et seulement 2 femmes directrices générales dans les entreprises du CAC 40. Un fun fact, fun si on peut dire, qui nous vient d'Allemagne, en 2018, parmi 160 entreprises publiques, il y avait plus d'hommes qui s'appelaient Thomas que de femmes dans la direction. Donc, ça laisse entendre tout le chemin qui reste à parcourir. La deuxième raison, c'est que c'est bon pour le business. Alors finalement, pourquoi s'en priver? On observe que les entreprises qui ont plus de femmes dans leur direction surperforment de l'ordre de 53%. De la même façon, les entreprises qui se positionnent dans le top quartile en matière de diversité ethnique surperforment également à hauteur de 35%. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et la troisième raison, c'est que certes, ça commence à bouger, mais c'est encore assez timide, assez fragile. Donc du coup, c'est vraiment le moment où il ne faut pas du tout relâcher les efforts. Si on parle d'égalité salariale, par exemple, au rythme aujourd'hui où on progresse, on estime qu'il faudrait encore 200 ans pour y arriver. Donc je pense qu'on peut continuer à mettre tout le monde à bord sur ce combat-là. Et du coup, maintenant, j'ai envie de vous demander pourquoi chez Chloé, pourquoi chez SNCF, ça vous a semblé important de vous engager sur les sujets de la diversité. Chez Google, par exemple, ça fait vraiment intrinsèquement partie de la culture et on est assez convaincus que pour réussir notre mission en tant qu'entreprise et concevoir des produits for everyone, on a besoin de ressembler à nos utilisateurs et nos utilisatrices. Donc Anne-Sophie, pourquoi vous avez voulu vous engager chez SNCF sur le sujet de la diversité ? En fait, pour moi, il y a 2 grands sujets qui font qu'on s'engage sur la diversité. Le premier, c'est que c'est une question de justice sociale. En fait, on voit que les femmes, globalement, sont plus diplômées que les hommes de l'enseignement supérieur et elles sont moins dans les postes de direction et de management. Elles souffrent aussi plus de sexisme et de discrimination au travail. Et puis l'autre sujet, c'est comme tu l'as dit, l'enjeu business, parce que finalement, quand on élargit le marché de recrutement aux femmes, du coup, ça fait plus de candidats et de candidates. Et puis, il y a un enjeu très concret, c'est que c'est important de ressembler à la population dans laquelle on évolue. Il y a l'exemple qui est un peu célèbre maintenant de la reconnaissance faciale. En fait, au début, les systèmes de reconnaissance faciale reconnaissaient moins bien les femmes à la peau de couleur noire, parce qu'en fait, elles avaient été testées sur des échantillons plutôt d'hommes blancs. Et ça, typiquement, si on veut construire des produits et des services qui soient adaptés à tous, il faut aussi avoir dans nos populations des femmes et des hommes de différentes origines. Et toi, Jules, comment ça se traduit chez Chloé ? Alors chez Chloé, ça fait partie de l'ADN de la maison, parce que comme tu l'as dit, Chloé a été créée par une femme pour les femmes en 52. Donc Gaby Aguillon, notre fondatrice, a voulu démocratiser la haute couture pour créer la première marque en fait, de prêt-à-porter accessible. Donc elle a vraiment fait une vraie révolution dans les années 50. Et c'est quelque chose qu'on essaie de garder vivant encore chez Chloé. Cette année, on s'est lancé dans une certification B Corp qui nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et pour cette certification, on s'est posé sur la raison d'être de la maison. Cette raison d'être, on le résume avec la phrase suivante, « Women Forward for a Fairer Future ». Et l'objectif, c'est d'avoir un impact positif sur le monde au sens large, sur les différentes communautés et sur la cause des femmes avec ses multiples facettes. Donc l'objectif, c'est d'avoir des beaux produits, mais des beaux produits avec un impact qui soit positif. Et si on parle un peu chiffres, Chloé a un score assez bon sur l'index d'égalité femmes-hommes, on est à 96 points sur ça, et on a bientôt la parité aussi au COMEX de la maison, donc on avance. Donc je vois un gros engagement chez vous, que ce soit chez Chloé, chez SNCF, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment le leadership s'engage, parce que moi je suis assez convaincue, pour faire bouger les choses, on a besoin de rôle modèle, on a aussi besoin d'une vraie politique volontariste et donc de montrer l'exemple, d'en parler souvent. Comment ça se traduit du côté du leadership chez SNCF ? Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, c'est vraiment indispensable que les managers ils soient personnellement engagés dans cette cause-là. Pour Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG du groupe SNCF, ça fait partie de ses 2 causes personnelles. En fait, quand il est arrivé, il a dit « Moi, il y a 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est le sujet de l'insertion de la jeunesse et le sujet de l'égalité femmes-hommes. » Donc, du coup, il nous challenge et il regarde où on en est, etc. régulièrement sur ce point-là. Notre stratégie, elle a été élaborée. En fait, on s'est dit qu'on allait faire une trajectoire. Vous imaginez bien, avec la taille d'un groupe comme SNCF, quand on cherche même à recruter des femmes beaucoup, ça ne bouge pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc on est obligé de réfléchir sur le temps long. Mais pour atteindre un objectif à 10 ans, ça veut dire qu'il faut qu'on bouge tout de suite, en fait. Donc on s'est défini une trajectoire avec 6 grands champs d'action. En fait, on travaille sur l'égalité salariale, la féminisation du recrutement, la féminisation des instances de direction, la parentalité, les formations et la lutte contre le sexisme. Et donc sur tous ces champs-là, on s'est pris des actions, des objectifs chiffrés et concrets. Et toi, Jules, chez Chloé ? Il faut que le changement vienne du haut et il faut qu'après ça cascade partout. Donc pour que le changement prenne, depuis cette année, chacun a obligatoirement 5% de ses objectifs annuels qui sont sur la RSE au sens large.
dont la politique diversité, égalité, inclusion fait partie. Et chaque année, on fait aussi une priorité sur un sujet différent. Donc, l'année dernière, c'était le sujet du handicap. Cette année, on était plus sur la parentalité et la cause LGBTQ+. Et l'année prochaine, on fera un focus sur l'internationalisation, qui reste aussi un de nos axes et une de ces facettes de la diversité. Merci, c'est hyper inspirant et c'est vrai que chez Google c'est pareil, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est vraiment porté par le leadership. Ça fait d'ailleurs partie de nos principes fondateurs sur les enjeux diversité, c'est Everyone's Ownership Starting with Leadership. Notre CEO Sundar Pichai rend le sujet extrêmement visible et pour être honnête, moi même dans mon job, il n'y a pas un jour qui passe où on ne met pas nos lunettes à diversité et on revisite tout ce qu'on fait par le prisme de la diversité pour s'assurer de vraiment faire bouger les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on adresse ce sujet comme un véritable enjeu business, avec des OKR, avec une timeline, des projets, des ressources dédiées. Et c'est vraiment géré comme un projet business à part entière. On utilise également énormément la data, puisqu'on est vraiment une data-driven company pour informer nos plans, nos décisions et s'assurer que tous nos metrics bougent d'année en année dans le bon sens. Donc là, on s'est parlé vraiment de l'ambition stratégique que vous êtes fixée. Et du coup, concrètement, par quelles initiatives ça se traduit, tant d'un point de vue RH, d'un point de vue marketing, communication? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement chez SNCF d'abord? Alors moi j'ai plein de choses à citer, mais je vais essayer d'être un peu synthétique et de parler que de 3. La première chose, c'est qu'on a décidé de faire des annonces de recrutement en écriture inclusive. Et je sais que c'est un sujet qui fait débat actuellement, mais c'est un parti pris qu'on a pris justement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait quand on écrit conducteur ou quand on écrit conducteur homme-femme, ça n'a pas le même effet que quand on écrit conducteur.ris ou conducteur ou conductrice. Donc ça c'est un choix qu'on a fait et on l'assume, on écrira conducteur ou conductrice pour que tout le monde se sente concerné. La deuxième chose, c'est qu'on organise tous les ans un Girls' Day, donc, où on fait connaître aux lycéens, lycéennes, collégiens et collégiennes les métiers de SNCF, parce qu'ils ne sont pas forcément très bien connus, il peut y avoir des stéréotypes liés à ça, donc pour nous c'est important de pouvoir montrer tout ce qu'on fait et de dépasser justement ces stéréotypes. Il y a une étude qui a montré qu'en France, il y a seulement 17% des métiers qui sont vraiment mixtes. En fait, tous les autres, ils sont genrés, il y a plus de 60% d'un genre qui est dans ces métiers-là, donc il faut qu'on essaye de casser ça. Et puis je vais vous donner un dernier exemple qui est très concret. Les femmes qui interviennent sur les voies, vous les avez peut-être vues, qui sont en orange de la tête aux pieds ou en jaune de la tête aux pieds. Et ben, jusqu'à très récemment, il y avait ces tenues que pour les hommes. Et les rares femmes qui travaillaient dans ces métiers-là, du coup, elles avaient des pantalons qui étaient trop larges, qui glissaient et c'était pas pratique. Et donc le réseau SNCF au féminin a fait en sorte de travailler avec le fournisseur pour pouvoir proposer des tenues qui sont adaptées à la morphologie des femmes. Bravo, c'est vraiment super. Et toi, Jules, j'avais envie de te demander, chez Chloé, étant une entreprise de la mode, moi je suis convaincue que la mode a aussi un rôle à jouer pour casser les clichés, faire évoluer un peu les représentations de toutes et tous. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? Chez Chloé, il y a aussi une partie création du coup, et création artistique même, pour lequel on joue pas mal sur la diversité. C'est quelque chose dans l'histoire de Chloé qui se retrouve avec les différents directeurs ou directrices artistiques qu'on a pu avoir. Ça a commencé dans les années 50 où Chloé était une des premières maisons à faire défiler des mannequins non caucasiennes. Et cette diversité, elle a été reprise par les directeurs artistiques comme Karl Lagerfeld, qui est resté 25 ans chez Chloé. Et une des mannequins préférées de Lagerfeld, c'était Pat Cleveland. Puis dans les années 70, a vraiment réinventé la façon de faire des défilés avec un niveau d'énergie très fort et elle était africaine-américaine. Donc une mannequin assez iconique. Et si on arrive sur 2021, dans le dernier défilé de Gabriela Hearst, notre nouvelle directrice artistique, il y a une diversité des femmes qui est assez incroyable. On a aussi une mannequin plus size, ce qui est assez rare dans les défilés de mode. Et cette mannequin, on va la retrouver dans plusieurs campagnes cette année de Chloé, avec une forte activation sur l'Instagram notamment. Donc c'est un des moyens de Chloé de jouer sur ça et de montrer les différentes facettes de la féminité. Bravo, c'est génial, je trouve ça super inspirant. Et puisqu'on se parle d'initiatives concrètes, j'avais envie qu'on fasse un petit zoom sur une initiative qui s'appelle I Am Remarkable, qui est un programme en fait, qu'on a lancé chez Google en 2015. À la base, c'était une initiative interne qui était plutôt destinée aux femmes et qui avait pour vocation
d'aider les femmes à faire leur autopromotion, à pouvoir plus librement affirmer leur force et aussi à casser un peu les clichés de modestie qui sont très fortement attachés au genre. On s'est vite rendu compte finalement qu'en fait c'était pas du tout un sujet qui concernait que les femmes, mais qui concernait un peu tous les groupes de personnes considérées ou qui se sentaient à un moment ou à un autre de leur vie comme appartenant à une minorité. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on se rend compte particulièrement dans la carrière que savoir faire son autopromotion, en fait, c'est clé pour plein de choses, pour le recrutement, pour l'évolution, pour obtenir une augmentation, un nouveau poste. Et quand on se sent marginalisé, parfois on ne se sent pas légitime de réussir à affirmer à la première personne en disant « je suis remarquable parce que… » Et donc c'est un atelier participatif qui dure 1h30 et qui va vraiment permettre de muscler en fait cette capacité. Aujourd'hui, on a à peu près 7000 ambassadeurs et ambassadrices qui animent, que ce soit des Googlers ou des personnes en externe qui animent ces ateliers. C'est déployé à travers 150 pays. On a formé plus de 200 000 personnes dans 800 entreprises. Et je sais que chez Chloé et chez SNCF, vous avez déployé ce programme. Et du coup, j'avais envie de vous entendre me partager votre ressenti sur ce programme et comment ça a été accueilli. Anne-Sophie, peut-être? Oui, effectivement, on participe aux ateliers et c'est vraiment des ateliers qu'on apprécie alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des formats qui sont courts, qui sont dynamiques et qui mettent vraiment les gens en mouvement et puis de bonne humeur. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant avec ces ateliers, c'est que ça permet de mieux se connaître et puis de mieux connaître les gens avec qui on travaille. Parce qu'on découvre aussi parfois certaines facettes des autres qu'on ne connaissait pas et on se dit « Ah, ça c'est intéressant, je ne savais pas qu'elle avait mis ça en place ou qu'elle avait cette qualité-là ». Et puis le dernier point, moi, qui m'intéresse tout particulièrement, c'est qu'en fait, il y a un effet démultiplicateur aux ateliers. Le principe même de former des formateurs ou des formatrices, ça permet en fait de le déployer de manière de plus en plus large dans l'entreprise et de faire connaître cette démarche à tous et à toutes. Et toi, Jules, je crois que chez Chloé, ça marche fort aussi? Ça marche à fond. Pour illustrer ça, les dernières sessions qu'on vient de mettre à disposition sur notre plateforme de formation, les 3 sessions sont parties en 5 minutes. Donc on a fait un push email aux collaborateurs, aux collaboratrices de Chloé et vraiment la session part plus vite qu'un concert à un Bercy. Moi, je veux rebondir aussi sur ton point sur l'ingénierie pédagogique. Je trouve qu'elle est incroyable, l'ingénierie de cette session, qui est quand même courte en temps, mais qui va avoir un impact organisationnel très fort. Et si on le rend obligatoire, ou si en tout cas on le pousse au plus de collaborateurs possible, ça peut vraiment générer un changement de fond. Mon autre point, ça serait de dire que c'est une formation feel good. On en sort toutes et tous renforcés, fiers. On a fait plus de contacts avec ses collègues. Ça peut casser aussi des silos dans l'organisation. Et comme tu l'as dit, le côté train the trainer est bien parce qu'on peut faire incarner ce changement après par nos représentants en interne et du coup porter le changement via ce workshop. Donc c'est une super formation. Oui, carrément. Et je confirme, étant moi-même facilitatrice de cet atelier, que c'est hyper agréable. C'est vraiment un beau moment de partage, hyper feel good. On se sent vraiment énergisé après ce genre de session. Donc, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de diversité, mais on sait en fait qu'aujourd'hui, et notamment l'acronyme DEI, diversité, équité, inclusion, c'est un tout, c'est un triptyque, et la diversité seule ne suffit pas, parce qu'attirer des profils divers, c'est bien, mais ensuite, il faut qu'on s'assure que ces personnes se sentent à leur place et aient les mêmes chances que les autres de pouvoir progresser au sein de l'entreprise et trouver leur juste place. Donc comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre ces 3 piliers, Anne-Sophie? En fait, on a lancé récemment une démarche qui s'appelle Optimixte, qui permet à chaque établissement du groupe SNCF, il y en a à peu près 250, de faire son propre autodiagnostic sur les sujets de mixité, d'intégration, d'inclusion, etc. Très concrètement, l'établissement a un questionnaire à remplir, donc c'est un truc un peu costaud, parce qu'il y a une centaine d'items. Et puis en face, les agents et agentes, les salariés remplissent aussi un questionnaire pour voir comment est-ce qu'eux, ils perçoivent ces différentes choses. Donc c'est des choses hyper concrètes, l'accueil, le congé maternité, comment ça s'est passé, les conditions de travail, est-ce qu'il y a des vestiaires pour les hommes et les femmes, voilà, on passe en revue comme ça plein de sujets et ça permet de savoir si concrètement l'environnement il est effectivement propice aux hommes comme aux femmes. Et du coup, chez Chloé, comment ça s'articule, diversité, équité, inclusion? Au sein de la maison, on pense que tout est connecté. Donc l'objectif, c'est que Chloé soit reconnue pour une maison inclusive et qu'elle soit aussi attractive. Donc on joue sur ces 2 côtés-là. Comment on veut y aller? En fait, on fait beaucoup de travail de fond. Donc sur chacune des facettes de la diversité, on va avoir des multiples projets et on va en choisir un qui est quand même plus visible, sur lequel il est plus propice de communiquer, où ça peut avoir le plus de bouche à oreille et on va mettre un gros coup de projecteur dessus.
Si on prend l'exemple du handicap, on va travailler des accords d'entreprise, on va travailler la sensibilisation, des actions écoles aussi, on va même travailler des accords de branche avec la couture parisienne. Et l'action qui sera peut-être la plus visible, ça va être un partenariat et une mise en place du Café Joyeux chez Chloé. Si on prend le sujet plus diversité et mixité sociale, on va travailler nos relations écoles en ciblant des établissements un peu plus précis. On va travailler sur aussi l'intégration des différents collaborateurs. Et l'action visible, ce serait des relations écoles ou faire venir des élèves d'écoles un peu plus défavorisées au sein de la maison, puisque historiquement le luxe est quand même pas l'endroit le plus inclusif sur la mixité sociale en tout cas. C'est super et je trouve que notamment s'engager sur les sujets du handicap, c'est pas un sujet facile, donc vraiment bravo. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est finalement, on sait que pour faire vraiment bouger les lignes, c'est pas facile en fait. On se confronte parfois à des frictions, à des personnes qui n'ont pas vraiment très envie de faire changer les choses. Et du coup, quelles sont les plus grosses barrières à lever ça a été quoi les plus gros challenges? Les gros challenges, c'est de faire bouger les lignes dans l'industrie ou dans le groupe au sens un peu plus large. Donc l'approche qu'on a, c'est une approche humble parce qu'on n'a clairement pas les réponses à toutes les parties de l'équation. Et l'autre partie de l'approche et de la démarche, c'est du test and learn. Donc on essaye de mettre des choses en place. Si on voit que ça prend et qu'il y a l'attraction, on y va, on met l'accélérateur. Si on voit que ça ne marche pas du tout ou que ça piétine, on pivote et on change complètement d'approche. On essaye aussi de partager le plus possible ce qu'on fait, donc on est assez actif sur les réseaux, qu'ils soient sociaux ou les réseaux externes, propres à notre industrie, pour du coup faire changer les choses au global. Et les KPI qu'on a sont bons, mais c'est aussi le challenge. C'est que chaque année, on a des KPI du coup, à dépasser. Et plus on met la barre haute, plus c'est compliqué sur nos sujets, parce qu'une fois qu'on a commencé à casser un peu les plafonds, sky is the limit, et c'est assez joli. Bravo, c'est bien de vouloir repousser toujours les limites et aller toujours plus loin. Et toi, Anne-Sophie, les plus gros challenges et les barrières qui ont été les plus difficiles à lever, les choses que vous avez eu le plus de mal en fait, encore aujourd'hui à faire bouger chez SNCF, c'est quoi ? En fait, de manière générale, ce qui est compliqué, c'est que les stéréotypes, ils sont ancrés depuis très longtemps, chez les petites filles comme chez les petits garçons. On le voit tout au long de la vie. Tu parlais tout à l'heure de tes enfants. Moi aussi, j'ai 3 enfants et ça me frappe de voir que dans Petit ours brun, c'est toujours la maman ours qui fait la cuisine et le papa ours qui rentre du travail. Et c'est ces stéréotypes qu'il faut déconstruire petit à petit parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a très peu de candidatures de femmes pour être conductrices. Or, c'est plus le temps du charbon où il faut avoir une certaine force physique pour faire ce type de métier. Il n'y a pas besoin de prérequis techniques, il n'y a pas besoin d'une force physique particulière, etc. Donc en fait, ce type de métier est accessible à tous et c'est important de le porter. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Jules tout à l'heure. Ce qui est très chouette sur les sujets de mixité, c'est qu'en fait, quand quelqu'un a trouvé une bonne solution, un truc intéressant qui a bien marché, en fait, on est hyper content de partager nos bons tuyaux, nos bonnes recettes, etc. Il n'y a pas de concurrence en fait dans ce sujet-là, parce que voilà, dès qu'il y a une bonne idée qui a marché, autant le partager assez largement. Je suis complètement d'accord avec toi, Anne-Sophie. Moi, d'ailleurs, j'ai banni certains livres de la bibliothèque de mes enfants, hein, clairement. Et parfois, quand je vais à la bibliothèque, je ne sais pas toujours ce que je prends. Et ça m'arrive de me dire, en lisant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est intéressant de leur en parler, en fait. De dire, ah, tu vois, quand même, c'est frappant, c'est quand même pas normal, en fait. C'est clair, c'est clair. Et justement, quand on se parle de la parité homme-femme, je pense que c'est important de se dire que c'est pas un problème de femmes, en fait c'est le problème de tout le monde. Et du coup la vraie question qu'on peut se poser c'est comment inviter tout le monde à la table de la diversité, que ce soit pour les sujets de parité homme-femme, on invite les hommes dans la conversation, mais c'est valable pour tous les sujets de diversité. Et du coup, comment vous arrivez à inviter tout le monde dans ce débat ? Oui, effectivement, c'est un sujet qui est très important parce qu'on se rend compte que sur des points comme l'égalité salariale ou la lutte contre le sexisme, si on s'adresse qu'aux femmes et si on sensibilise que les femmes sur le sujet, en fait, on est un petit peu passé à côté du sujet. C'est aussi pour ça que nous, on va faire évoluer le nom du réseau parce qu'on s'appelait SNCF au féminin jusqu'à présent. Mais il y a certains hommes qui ne se sentaient pas concernés en fait, par ce nom-là. Donc, on le fait évoluer pour que ça soit plus inclusif et que tout le monde s'y retrouve. L'autre point, c'est que le travail sur la mixité, ça bénéficie clairement à tous. En fait, on le voit, il y a certains hommes qui ne se sentent pas forcément très à l'aise dans les stéréotypes, le rôle dans lesquels on les a assignés. Et c'est important pour nous aussi de le dire que, par exemple, les pères qui ont envie d'être plus longtemps chez eux et d'avoir plus de rôle, d'être plus présents dans leur vie familiale, c'est important de l'encourager et de le favoriser, par exemple. Oui, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et chez Chloé, l'enjeu de parité homme-femme n'est peut-être pas prédominant.
mais comment vous arrivez à inviter tout le monde à la table de la diversité, vous assurer que ce soit le problème de toutes et tous? Pour répondre à ta question, je repartirai sur la raison d'être de Chloé, encore une fois, sur le Women Forward, qui touche tous les collaborateurs de la maison. L'objectif, c'est de prendre des femmes inspirantes pour porter le changement. Donc, on a un programme qui s'appelle Chloé Voices, qui parle notamment plutôt côté externe, où on invite à la table de la discussion des femmes qui sont des sportives de haut niveau, des aventurières, des auteurs, des chanteuses, des comédiennes, pour du coup parler de toutes ces facettes de la féminité. Et on essaye de parler aussi au monde entier, donc on fait ça sur différents marchés. Et encore une fois, l'objectif, c'est que ce changement il soit porté par des femmes, pour des femmes, au sens large. Bravo, c'est génial et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait bouger les lignes. Bon, on l'a dit tout à l'heure, finalement, faire bouger les lignes sur les enjeux de diversité, c'est un peu un effort de chaque instant et puis aussi un effort sur le temps long. Hein. Tu le disais tout à l'heure, Anne-Sophie, chez SNCF, finalement, ça représente tellement de personnes que ça va prendre du temps pour que ça ait un impact dans le chiffre. Chez Google, on a pour habitude de dire que c'est un marathon, donc c'est un effort, c'est une course, c'est un effort long et intense. Et du coup, projetons-nous un peu, c'est quoi le défi de demain chez SNCF ? Alors c'est un vaste sujet. Moi j'aurais envie de dire que ce qui est important c'est de construire un monde qui soit plus inclusif et plus divers, de faire en sorte que toutes les petites filles comme tous les petits garçons puissent accéder à tous les métiers dont ils rêvent, y compris des métiers d'avenir comme les métiers du numérique, les métiers de la croissance verte. Et voilà, faire en sorte que tout le monde se sente bien, choisisse le métier qu'ils veulent, puisse y progresser, y faire carrière. C'est ça qu'on veut chez SNCF. Et on s'en parlait un peu en coulisses. Je crois que vous avez aussi mené une étude sur l'impact du Covid qui a malheureusement été assez négatif plus chez les femmes que chez les hommes et que vous avez mené une réflexion autour de tout ça. Oui, effectivement, cette période de pandémie, donc on a pas mal de collaborateurs qui ont continué à être sur le terrain. Ce n'était pas forcément le cas des managers. Et alors qu'on aurait pu imaginer que pour les managers, dans les couples hétérosexuels, quand il y avait un père et une mère à la maison, du coup, il y aurait pu y avoir une meilleure répartition des tâches. En fait, ce n'était pas toujours le cas. Et c'était quand même toujours majoritairement la mère qui faisait la cuisine, qui se retrouvait dans la pièce où il y avait les enfants, etc. Et donc, effectivement, c'est encore un travail de chaque instant. Tu le disais tout à l'heure, c'est un marathon. Il ne faut pas relâcher les efforts là-dessus parce que le naturel a tendance à malheureusement parfois revenir un peu au galop. Jules, je crois que le prochain chapitre pour toi, il va s'écrire à Dubaï. Tu peux nous en parler ? Exactement. Donc, dans quelques jours, je prends ce poste à Dubaï pour une mobilité au sein du groupe. Donc, dans mon périmètre, j'aurai la diversité, l'égalité et l'inclusion. Et ça va être un beau challenge dans cette zone qui est composée à 90% d'expatriés avec un melting pot culturel assez incroyable. Et je prends dans mes valises le programme Remarkable puisque j'ai envie de le passer à l'échelle aussi là-bas. Parce que je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses pour les femmes et les autres minorités au sein de la région. Donc, hâte de lancer ça là-bas. Et nous aussi, on a hâte. Jules, Anne-Sophie, vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Et moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'ai appris plein de choses. Je pense que c'est la preuve que même quand on est personnellement engagé sur ces sujets-là, en fait, il reste plein de choses à apprendre, plein de choses à dire et surtout plein de choses à faire, qu'il y a beaucoup de pédagogie à amener. Et du coup, j'espère que vous toutes et tous, ça vous a vraiment donné envie d'apprendre plus de choses et puis de vous engager sur ces sujets-là qui sont des sujets importants pour construire le monde de demain. Et encore merci à tous les deux. Merci à toi. Merci.